Salut tout le monde, bienvenue dans Il y a plus de papier, un podcast d'Adrien Mathieu sur la créativité, l'écriture et plein de choses très cool. Salut Adrien. Salut Mathieu. On est accompagné de plein de gens super cool et sympas, je vais dire cool et sympa plein de fois pendant ce podcast, je vous le garantis. Qui est avec nous Adrien ? À ma gauche, Judith. Comment vas-tu Judith ? Très bien, merci. Judith, tu es scénariste, mais tu es aussi critique sur le site avoiralire.com. Est-ce que je dis pas de bêtises ? Tu ne dis pas de bêtises. Pas encore. Pas encore. Jusqu'à ce que, pour le moment, il me laisse La patate ? écrire des bêtises. Oui, enfin, oui. Ouais, ça va. La drogue n'a pas fait effet encore, tu vas voir. Ouais, ça va venir. Bienvenue dans notre podcast. À ma droite, Pierre-François. Salut Pierre-François. Salut. Tu es script docteur, coach d'écriture sur lescriptjardinier.com. Exact. Parfait. Bienvenue à toi dans ce podcast. Merci. Et à ma toute droite, Cécile, qui est scénariste. Salut Cécile. Bonsoir Adrien. Et Mathieu. Ouais, merci, sympa. Ouais, je vais tout de suite vous laisser. Je vois que voilà, il y a le mal dominant, c'est bon. Bonsoir, très heureuse d'être là. Bienvenue à toi, bienvenue dans ce podcast. Alors Adrien, c'est quoi le thème de notre podcast ? Le thème du podcast ce mois-ci, c'est écrire seul ou à plusieurs. C'est une question ouverte que l'on va poser à nos chers invités. Ah, il n'y aura pas une réponse à la fin ? Ah, il y aura des réponses. Il y en aura plusieurs, ça c'est sûr. D'accord, c'est bien ça. On va tout de suite commencer par une question super cool. On va faire un petit tour de table, on va commencer par... Qui veut se désigner ? Personne. Bon, moi je veux bien. Bon, Cécile, alors qu'est-ce que t'as branlé ce mois-ci ? Alors, ce mois-ci, écoute, j'ai écrit une bible de série en 6 x 52 minutes pour une production et la bible va être présentée assez vite, donc, puisque ça sera vers la fin du mois pour une chaîne de télé. Donc voilà, et j'ai vachement bossé et je suis bien crevée là. Et ça se voit. Oui, j'ai les yeux bien cernés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo, on a décidé de faire un podcast audio, histoire de préserver le... Je le conçois, ouais. Voilà. Parce que nous, on a les mêmes têtes, on te rassure tout de suite. Tu le vois d'ailleurs. Alors, Pierre-François, qu'est-ce que t'as branlé ce mois-ci ? Alors ce mois-ci, j'ai principalement fait ce que j'appelle une fiche verte, c'est-à-dire une fiche de lecture sur un magnifique projet de long métrage qui est une sorte de péplum, un polar antique, absolument superbe, très compliqué pour moi parce que je suis absolument pas un spécialiste du polar, donc il a vraiment fallu que... Du péplum ou du polar ? C'est un polar peut-être péplum. plus du péplum, péplum, mais alors le polar c'est pas du tout mon truc, et là c'est un mélange des deux, c'est un mélange de polar et de péplum. C'est un péplard. Un péplard, exactement, c'était pile un péplard. Donc voilà ce que j'ai fait principalement, et autrement, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que pour Noël, le Père Noël m'a enfin envoyé le livre Anatomie du scénario de John Truby. Ah, c'est bien. Donc j'ai commencé à le lire, il y aurait pas mal de trucs à dire, mais je vous en parlerai peut-être plus tard, on verra. avec plaisir. Et toi Judith, qu'est-ce que tu as branlé ce mois-ci ? Moi, j'ai eu un début de mois très chargé, puisque j'ai eu 3 deadlines quasiment le même jour. Apparemment, le 1er février est une date à succès pour les fanatiques de deadline. Et donc, j'ai dû rendre en même temps une demande d'aide à l'écriture, une version pour un test de série télé, et puis une réponse à une résidence, enfin une tentative de résidence. Donc voilà, j'ai passé la première semaine à me remettre Et à croiser plein de doigts du coup. de toutes ces émotions, et je suis encore en train de croiser un peu des doigts. Donc voilà, j'espère que je vais pas vous sauter à la gorge d'émotions ou Surtout pas ce soir, parce qu'on a... ou de tension. Non, on est là pour se détendre, pour parler tranquille. Mais voilà ce que j'ai fait, et puis là je coécris. Voilà, je coécris, je réécris. Bah c'est cool, ça bosse. Et nous, Adrien, qu'est-ce Ça qu'on a bosse. branlé ce mois-ci ? Pas grand-chose. Oh là là, super. On a branché des micros. C'est ça. On a préparé le podcast, Voilà, déjà, on a préparé première le chose. podcast. On a préparé le podcast qui demande un peu de préparation. On a réécrit encore notre long métrage. Et oui, on avance doucement, Voilà, on mais avance. ça avance, c'est le principal. Et oui, sinon on écrit le prochain court-métrage d'un ami. Voilà. Voilà, ça c'est chouette, parce que c'est un beau projet aussi, un beau Ça court-métrage. vient de démarrer, c'est plutôt chouette. Puis voilà quoi. Et puis des rencontres, voilà, toujours des rencontres. Les rencontres, c'est bien. Allez, on passe au sujet de ce podcast. La Écrire question. seul ou à plusieurs. Vaste question. Vaste et question. on est bien placé pour la poser parce que on écrit à deux nous. Oui, nous on écrit à deux, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on est bien placé pour en parler, mais on va poser la question à nos invités. Une question large pour commencer. Pierre-François, sommes-nous faits pour écrire seul ? Très bonne question, très intéressante question. En fait, quand vous m'avez proposé, quand vous nous avez proposé ce
ce thème, j'ai tout de suite pensé en fait à une métaphore érotique. Érotique et sexuelle, Éloigner les enfants. c'est-à-dire en fait, est-ce que ça ne revient pas à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux, faire l'amour tout seul, faire l'amour à deux ou faire l'amour à plusieurs? Alors je Ce m'explique. podcast prend une tournure pornographique. Non, mais En moins de je 10 suis- minutes, là. Non, mais je suis vraiment sérieux. On va être censuré par iTunes. Non, on va aller jusqu'au bout de la réflexion. Bon, je vais pas être long, mais je vais essayer. En fait, faire l'amour tout seul, c'est moyen. Vous êtes d'accord, ça peut être super, mais bon, globalement, c'est quand même pas top. À deux, c'est quand même globalement certainement l'idéal pour des raisons qu'on va voir plus tard. Et alors à plusieurs, c'est vrai que potentiellement c'est vachement bien, mais en fait généralement c'est très compliqué. Et en fait ça marche pas, ça marche rarement à plusieurs. Je pense toujours à Guy Bedos qui dans les années 80 expliquait qu'il avait fait des tentatives de faire l'amour à plusieurs et il disait toujours non mais au bout d'un moment finalement on se retrouve toujours à deux parce qu'à plusieurs on n'y arrive jamais. Génial. Et donc je trouve ça assez intéressant. Je finirai aussi en me demandant qu'est-ce que ça veut dire d'écrire seul, parce que je pense qu'en fait on n'écrit jamais vraiment seul, c'est-à-dire qu'on écrit avec alors attends, je reprends. Non, mais est-ce que Ouais, tu veux parler ouais. d'une muse, par exemple, ou d'un truc un peu Exactement. comme ça? Merci beaucoup de me sauver. Exactement. C'est de ça dont je veux parler. C'est-à-dire que je pense que quand on est dans la bonne vibration, en fait, on n'est absolument pas seul. Quand tu galères, quand tu n'arrives pas à écrire, quand tu réfléchis au lieu de te laisser porter par ton intuition, là, tu es vraiment seul. Mais quand tu es dans la bonne vibration, eh bien là, tu n'es absolument pas seul et ça peut être un grand kiff d'écrire seul. T'es dans la zone, quoi. Quand tu es dans la zone, exactement. Et l'inspiration, c'est ton ami, ton partenaire. Bah oui, c'est-à-dire que Stephen King en parle très très bien dans son livre qui s'appelle, je crois, Écrire. L'écriture, Et- mémoire d'un métier, non? Ouais, C'est ça voilà, c'est ça. Il en parle très très bien. Il explique comment en fait ça vient pratiquement tout seul et quand tu vis ça, c'est génial. Du coup, tu parlais de l'analogie avec le sexe à plusieurs. Finalement, est-ce que écrire à deux, c'est pas la formule la plus adaptée? Quand tu essayes plein de choses, au final, tu en reviens toujours à ça. C'est ça que tu essaies de dire? Moi, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai vraiment eu 2 expériences très fortes d'écriture à deux. Et j'ai vraiment trouvé ça absolument extraordinaire. Et pourquoi, alors? Pourquoi? Donc, les 2 cas étaient différents. Alors, d'abord, je vais dire un truc, c'est que sur l'écriture à deux, il y a quelque chose qui me paraît très important. C'est surtout de jamais écrire à 50-50. C'est-à-dire, pour moi, ça, c'est la formule qui ne marche pas. C'est-à-dire, on se dit, ouais, on est deux, on décide de tout à deux. On fait la même chose, en fait, et dans une égalité parfaite, en fait. Et on a la même responsabilité tous les deux. Donc ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, par contre, super bien, c'est quand il y en a un qui va, moi, ce que j'appelle au front, c'est-à-dire qui va sortir les idées et qui va être responsable global du projet, mais qui va vraiment... Il va dans le dur. Et l'autre, ce qu'on appelle généralement le co-auteur, qui, lui, est en retrait, a du recul, guide au maximum, mais va pas forcément au front. Et ça, quand on fonctionne comme ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Donc je dirais que quand on démarre un projet à deux, je trouverais ça, enfin moi c'est le conseil que je donne, de décider tout de suite qui va être au front, qui va être en retrait. Tu parles d'une expérience ponctuelle, pas d'un truc sur le long terme, en fait. Alors, je parle... Sur un projet, tu définis les bases Oui, voilà, c'est début, ça. avec ton Absolument. co-auteur. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant 1 an en duo d'auteurs. À la fin des années, en 99-2000, j'ai travaillé pendant 1 an avec un très, très bon ami. Pendant 1 an et demi, on a écrit à deux. Et c'était génial. Et effectivement, sur chaque projet, on décidait qui était au front et qui était en retrait. Ceci dit, ça s'est assez vite décidé, puisqu'en fait, lui était quand même assez souvent au front. Et moi, j'étais, je dirais, souvent au retrait. En retrait. Parce que lui était quelqu'un qui adorait démarrer une écriture, se jeter dedans en fait,
Et moi, à l'époque, j'étais assez peureux, en fait, et je préfère rester en retrait. Et moi, j'adorais tout ce qui est détails, peaufiner, travailler les intrigues et tout ça. Je pense que cette répartition des rôles, à mon avis, est essentielle. Judith, une réaction ? Je dirais que en plus c'est assez pratique parce que généralement au cinéma, puisqu'on va quand même, on a le droit de parler d'écriture pour le cinéma, vous serez souvent confronté à un réalisateur qui écrit et qui veut écrire avec vous, ou on peut demander si vous êtes simplement scénariste, et que le réalisateur se met sur le projet, souvent il faudra remettre un coup de paluche dessus, etc. Donc il y a souvent, ça se passe souvent assez naturellement, il y a souvent un guide du projet. En tout cas moi je fonctionne comme ça, j'aime bien me mettre au service des réalisateurs pour écrire avec eux. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait assez naturellement et de toute façon auquel vous serez souvent confrontés en fait. Mais ce que je veux dire là, dans le cas dont tu parles, est assez complexe parce qu'en fait, le réalisateur, justement, lui, c'est pas souvent quelqu'un qui va être capable d'aller sortir les idées. Donc quand tu dis travailler avec le réalisateur, du coup, comment est-ce que tu arrives à répartir ? Alors, moi j'ai une solution qui est un peu la réponse à écrire seul ou à plusieurs. Pourquoi écrire à plusieurs ? Parce que toute seule, je n'y arrive pas. Ou c'est moins bien. C'est une bonne... Non, je pense que la réponse à ça, c'est qu'il faut... en tout prétexte. cas, moi, ma technique, c'est de s'entourer de gens qui sont plus doués que moi. Et donc, je considère que le réalisateur, c'est un peu le pilote du vaisseau et que moi, je suis un petit peu... je suis la copilote. Où je lui fais confiance sur des choses d'instinct en fait, sur des choses je pense que le personnage devrait être plus comme ça et je lui dis bon alors est-ce que tu penses qu'il doit dire ça ou faire ci ou... Il va pousser les curseurs, il va ajuster, remplir les blancs. Ajuster, c'est lui qui maintient le cap quoi. Ça rejoint un peu la description que tu faisais, Pierre-François, de la coécriture. Finalement, c'est un peu la même conception de la collaboration entre deux auteurs que vous Est-ce que c'est vous pas décrivez. un meneur, un suiveur finalement ? C'est un peu ça, hein. Oui, je crois qu'il faut accepter. Mais sans être péjoratif pour le suiveur, je dirais peut-être quelqu'un qui est au front et un stratège, peut-être un soldat et un général. On peut peut-être partir là-dessus. Métaphore de guerre, allons-y. Je me tourne vers Cécile maintenant. Cécile, pour toi, l'écriture c'est mieux seul ou à plusieurs ? En fait, pour l'instant, j'ai plutôt eu des expériences pas très concluantes à plusieurs, en fait. Enfin, j'ai déjà essayé d'écrire quelques projets avec des gens. Enfin, c'est pas difficile, en fait, de trouver des gens pour écrire avec soi. Par contre, c'est difficile de trouver la bonne personne. Et moi, ça fait simplement 1 an que j'écris, un peu plus, 1 an et demi maintenant. Et c'est vrai que sur les collaborations que j'ai pu avoir... soit le film ne s'est pas fini, donc ça a été quand même plutôt quelque chose de regrettable, puisque c'est quand même quelque chose qui... pourquoi j'avais vraiment... c'était souvent des idées à moi. Et donc soit ça a été finalement un sentiment d'échec à la fin, soit les personnes avec qui j'écrivais... avaient peut-être pas les mêmes visions que moi sur un certain nombre de choses et puis bon voilà, après ça, je pense qu'il faut vraiment réussir, c'est pas quelque chose qu'on trouve d'emblée en fait, je crois qu'il faut vraiment essayer plusieurs expériences et puis trouver peut-être une sorte de coup de foudre On en revient à la métaphore de Pierre-François, finalement. Ouais. C'est un peu ça, c'est chaque poids à son couvercle. Mais après j'aime bien l'idée effectivement d'être au service de quelqu'un, comme disait Judith. Pour moi de toute façon j'écris beaucoup mieux quand c'est une commande, étrangement, que quand c'est quelque chose qui me tient vraiment en fait, à cœur. En fait j'ai besoin d'un certain nombre de... D'avoir un cadre peut-être ? D'un cadre, de règles. Et alors je peux très bien me les donner, mais... Si c'est quelqu'un qui me dit voilà, je voudrais que tu travailles sur ce sujet, que tu travailles comme ça me
ça me motive beaucoup plus en fait. D'ailleurs, ça me rappelle les films. Je crois que c'était Coppola en fait qui avait fait des très bons films avec Le Parrain, et Le Parrain était une commande. Et par la suite, quand il a essayé de faire des films par lui-même, en fait, des choses qui lui tenaient à cœur, donc je crois que c'était Teatro, qui était vraiment beaucoup moins bien. Et pourtant, c'était quelque chose qui... Tétro. Voilà, Tétro, pardon. C'est récent, ça. C'était relativement récent, ouais. Et donc en fait, justement, quand on lui demandait, mais en fait, les choses étaient bien meilleures en fait quand vous aviez une commande. Et en fait, voilà, ça dépend après la façon de travailler des gens. Enfin, moi, j'ai besoin de cadre. Ouais, je te rejoins complètement. C'est-à-dire, je trouve ça aussi beaucoup plus facile de travailler à la commande, sur une commande. Que sur un projet personnel. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez stupéfiant, qui m'énerve un petit peu. C'est-à-dire, je me trouve un peu consternant en fait, de ne pas réussir à travailler avec la même liberté, la même joie, je peux même dire parfois la même facilité, quand il y a une commande, ou encore plus facile, hein, dans le cadre du script doctoring. Alors là, on est pile dans ce cadre-là, c'est-à-dire on est à 100% au service du projet de quelqu'un d'autre. Oui, rien n'est à toi. Rien n'est... Et alors là, c'est vraiment beaucoup plus facile, quoi. Mais c'est peut-être une question de contrainte. Peut-être qu'on a besoin de contraintes. Enfin moi, si je commence à partir sur quelque chose qui est beaucoup trop nébuleux, je vais partir dans tous les sens en fait. Je vais écrire un film sur le monde. Enfin, c'est complètement. Alors que si j'ai un sujet, je vais vachement plus recentrer les choses en fait. Et je pense que c'est un petit peu c'est une sorte de c'est pas un guide parce qu'il va pas me dire ce que je dois écrire. Mais par contre, il va orienter mon imagination vers un certain nombre de choses qui sont balisées. Est-ce qu'on parle pas juste de recul finalement dans ce que tu dis là? Ce que j'entends, c'est que quand t'es seul, t'es largué dans ton imaginaire et tu peux aller partout et du coup tu sais pas où aller. Mais du coup, quand t'as une commande ou quand tu bosses pour quelqu'un, t'as forcément un retour, t'as forcément un avis extérieur, et ça peut t'aider aussi d'avoir un recul que toi t'as pas forcément sur ton travail. Est-ce que c'est pas de ça qu'on parle finalement? Oui, effectivement, je pense que ça doit être... c'est ça aussi, d'avoir un recul immédiat, enfin d'avoir quelque chose un rendu immédiat en fait de ce qu'on a fait, parce que quand on travaille seul aussi, les échéances sont beaucoup plus longues, et en fait on peut se prendre un gros coup dans la tête en fait, alors qu'on est resté sur un projet pendant un an. Donc il y a aussi peut-être cette chose-là, on se sent beaucoup moins seul. Ouais. Justement, qui dit commande, en fait, ça veut déjà dire qu'on est au moins deux. Donc c'est sûrement pour ça. À moins de te commander toi-même quelque chose. Oui, mais ça je l'ai souvent fait. Oui, ça marche plus ou moins, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc on voit bien là à quel point il est important d'être deux. Et dans le cadre de la commande, on est minimum deux. Donc ça fonctionne. Alors moi, ce qui m'intéresserait aussi... C'est pas de la coécriture. Alors c'est pas tu as raison, mais c'est déjà un... C'est un début de coécriture. Voilà, c'est un tout petit début. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est aussi d'avoir, vous, votre regard, puisque vous êtes un duo d'auteurs. Quelle a été Je me permets de poser une question. Alors, déjà, c'est nous qu'on pose la question ici. C'est vrai. C'est notre podcast. Voilà. Mais j'aimerais bien quand même savoir, vous, comment vous vivez votre duo, et quelle est la différence entre votre travail d'auteur en solo et le duo, et le travail en duo que vous avez donc constitué pas récemment, quoi. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans, ouais. Donc ça commence. C'est une bonne expérience. Moi, je n'ai plus de projet solo, en fait. Tout simplement. Depuis qu'on bosse ensemble, je n'ai... Moi non plus. J'ai des idées en plus comme ça qui me viennent. Je sais que c'est plus personnel, et c'est des idées complètement aléatoires et qui n'ont parfois rien à voir avec le scénario. Je les mets dans un carnet, je note tout sur ma petite application, mais je sais que ça sort du contexte, et tout le reste, on le partage en fait. Oui, il y a un but aussi. C'est peut-être ça qui a guidé, qui a fait qu'on est sorti de notre trou et qu'on est sorti content. C'est que toi, tu as des projets dans tous les sens, et ça pouvait être confus. Je parle pas à ta place. Hein, mais... C'était confus. Et le fait de trouver quelqu'un, de se dire ok, on veut la même chose, on fait la même chose, on l'a fait à peu près de la même façon. On va essayer ce que ça donne, et finalement ça donne des trucs pas mal, et c'est plutôt encourageant. Alors est-ce qu'on se dit après mais en fait tout ce que je faisais avant c'était de la merde, ma vie ne commence que maintenant?
Oui, on se l'est dit d'ailleurs. On se l'est dit, mais c'est pas vrai, parce que après toute expérience bien sûr. a resservi, et même les idées nazes qu'on avait avant, elles se transforment en bonnes idées qu'on a pu avoir récemment. Quand je te fais croire que j'ai une idée, en fait, c'est des vieux trucs. Moi, principalement, ce qui a déclenché le fait d'être bien à écrire à deux, c'est surtout de changer complètement de registre, de me dire, mais en fait, la comédie, c'est bien, j'y arrive, C'est un jour, j'arrive Mathieu, à faire des blagues. il est venu me voir avec un texte qu'il avait écrit. C'était une comédie sur des... C'était qu'on avait écrit un épisode, voilà, on avait un projet de comédie sur un groupe de rock. Et on avait le concept, c'était on suit un groupe de jeunes et un groupe de vieux, et en fait ils sont liés, ils sont de la même famille en fait. Mais ils jouent dans le même garage. Et Mathieu était revenu avec un épisode dialogué de la famille, enfin des vieux, pardon, du groupe de vieux. Ah oui. Et j'ai lu le texte et j'ai trouvé ça très drôle. Et je fais, mais t'es bon en dialogue en fait, parce qu'avant il m'avait montré un scénario sans dialogue. Il m'a dit non, moi j'aime pas écrire des dialogues, ça m'intéresse pas du tout. Mais le scénario muet quoi. Maintenant, attention, c'était mon scénario n'a pas de dialogue parce que je suis très mauvais en dialogue. Et c'était vrai, enfin, jusque là c'était vrai, mais je pense que c'était vrai parce que j'étais pas dans le bon registre. Je me prenais trop la tête sur des trucs complètement inutiles. J'étais dans des trucs qui n'étaient pas pour moi en fait. Voilà. Judith, tu voulais réagir ? Je vais défendre un tout petit peu l'écriture solo. Parce qu'en fait, l'écriture à deux, je crois, m'a permis d'améliorer mon écriture toute seule. Et du coup, je pense que c'est quelque chose dont il ne faut pas se priver. Et en plus, j'ai remarqué quand même que de vouloir être le suiveur tout le temps, c'était aussi un peu se planquer derrière l'autre, puisqu'on considère souvent que c'est l'autre qui a les meilleures idées, que c'est l'autre qui tient la barre, etc. Ça permet aussi un peu de se réfugier derrière ce truc-là. Et parfois, c'est dommage, quand on a un univers à défendre, quand on a des choses à dire, parfois on se censure un peu, en fait. Donc, je pense qu'il faut pratiquer les deux. Ben oui, il faut pratiquer les deux. Parce que ça permet vraiment d'ouvrir un peu son champ des possibles, d'avoir un retour d'expérience. Enfin, ça permet plein de choses aussi. Je pense qu'il faut pas se priver de ça. Voilà. On revient toujours à la masturbation au final. Exactement. Ouais, c'est bien de ça qu'on parle. Hein. Exactement, parce que quand on dit finalement, si t'es en couple, est-ce que tu continues de te masturber ? Ben, c'est exactement la problématique. Alors quand on dit mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est un peu... Oui, c'est un peu je ça pense que c'est totalement ça. C'est totalement ça parce que c'est dur. Je pense que je rejoins la vache. La métaphore va trop loin. Non, je rejoins Cécile sur ce point. Du coup, j'ai perdu complètement le fil. Il faut trouver la bonne personne. Je rejoins Cécile. Oui, c'est dur de trouver la bonne personne. Et donc, pendant qu'on cherche, en attendant, on est tout seul comme un con. Donc, il vaut mieux s'en accommoder un petit peu. Et puis, pour répondre à des commandes aussi, souvent, on s'adresse qu'à nous. Donc, voilà. Donc, il y a un équilibre. Oui, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la personne avec qui on écrit. On appelle ça un partenaire d'écriture. C'est pas rien, c'est exactement ça en fait. C'est un partenaire. Évidemment que cette personne est très importante. C'est-à-dire qu'il faut que cette personne soit quelqu'un de proche ou de très proche, le plus proche possible, parce que, je le dis souvent, écrire avec quelqu'un, c'est se mettre complètement nu. Donc il faut vraiment avoir totalement confiance. On y revient. En la personne. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est quand on écrit aussi, seul, on se met nu aussi. Ouais, mais c'est pas gênant. Moi, je sais comment on sait comment on est, donc on peut se mettre nu sans problème. Enfin, il y a toujours un producteur à la fin. On se met à nu. On se met à nu. Enfin, on se met nu si on a envie, mais on se met à nu. Les deux. Chacun sa méthode pour écrire. Toi, à poil carrément. Donc c'est vrai ce soir, vous apprendrez des choses sur très sexe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça c'est très important. Et puis il y a aussi une autre catégorie de personnes. J'ai eu une expérience assez incroyable. J'ai écrit j'ai coécrit un projet d'anticipation. Donc avec Dominique Defer en fait, qui est un auteur très talentueux et surtout qui est devenu un traducteur. Immensément célèbre. Et avec lui, en fait, j'ai vécu une expérience, c'est-à-dire qu'il y avait un feeling tellement exceptionnel qu'une fois, j'ai travaillé 48 heures sans m'arrêter. Donc en fait, il y avait une sorte de transe. Un vrai marathon.
Mais j'étais pas fatiguée. Alors que moi, je suis le genre, il faut que j'ai mes 8 heures de sommeil, autrement je suis épuisé le lendemain. Donc, il y a parfois des trucs absolument incroyables. Quand tu as un énorme feeling avec quelqu'un, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on faisait en ping-pong sans s'arrêter. Il avait un traitement, il me l'avait envoyé, je lui renvoyais avec des idées, des pistes, tout ça. Il faisait la même chose. Et ça, à une certaine période, parce qu'on devait rendre ce projet, c'était son projet. Hein. Là, c'était complètement lui qui avait écrit. Moi, je lui filais un coup de main. C'était le suiveur, du coup. Ouais. Dans la méthode. Ouais. Mais encore une fois, suiveur, ça me plaît pas trop. Ça va au-delà du suiveur. Mais donc, j'étais le général, on va dire. Quoique là, on était à 50. Voilà, là, évidemment, c'est malheureusement le contre-exemple parfait. Non, c'était quand même son projet. Bon, on faudra couper un peu. Enfin, lui, c'était vraiment son projet. Et il y avait une telle osmose, on était dans une telle... on était ce qu'on appelle dans la vibe, que il m'envoyait un texte, ça me donnait tout de suite plein d'idées, et inversement. Donc ça m'est arrivé qu'une seule fois. Hein. Donc, mais c'était une jouissance, mais là, vraiment, pour le coup, totale. C'est-à-dire que c'était sans fin, en fait. Une jouissance sans fin. Ouais. C'est plutôt pas mal oui, comme promesse. Si tu dors pas pendant 48 heures, je t'assure que c'est que vraiment ça te fait plaisir. Et sans café, ni rien. Judith est morte de rire. Enfin, quasiment sans rien. Non, mais on est parti sur des métaphores, hein, c'est très bien. Mais c'est intéressant, en tout cas. C'est plutôt rare. C'est vachement rare. Mais comme par expérience. contre, vous avez déjà 2 ans d'écriture. J'imagine que si vous n'étiez pas pris des bons kiffs, des moments... On kiffe la vibes. J'imagine que vous serez... l'aventure des drôleurs se serait arrêtée avant. Et alors du coup, moi j'ai une question un peu bizarre. Dans nos notes, je vois marqué l'image de l'auteur seul face à sa feuille blanche. Je sais pas, c'est un truc qui revient souvent quand même dans les clichés et tout ça. Vous qui êtes chacun auteur seul ou pas, comment vous réagissez quand on vous sort un truc comme ça ? Ah, ça doit être dur, toi, seul face à tes feuilles blanches. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'un auteur est seul face à ses feuilles blanches ? Déjà, personnellement, personne ne me dit « Ah tiens, ça doit être dur ». Tout le monde s'imagine que c'est vraiment trop cool parce que tout ce que j'ai à faire, j'ai même pas besoin de m'habiller, en fait. Ah, tout ce que j'ai à faire, c'est de rester... rester chez moi, dans mon lit. Mon bureau est très encombré, donc de fait, je travaille souvent sur mon lit. Mais sinon, en vrai, tu fais quoi ? C'est ça, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais sinon, en vrai, tu fais quoi ? Enfin, j'ai l'impression que... Et j'ai pu le constater parce que j'ai eu, avec ma brillante co-auteure, une maison d'écriture, une résidence d'écriture. Et j'ai pu constater, tous mes amis trouvent ça génial. Et ils sont là, mais c'est formidable. Et effectivement, c'est génial d'avoir une résidence d'écriture. Et ils disent tous, mais attends, mais c'est ça ton travail, en fait. Tu vas dans une maison et tu fais, ok, je vais écrire toute la journée. Alors oui, c'est ça mon travail. Simplement, je suis pas payée. Ou pas très bien. Donc finalement... Mais les gens ont beaucoup de mal à s'imaginer que c'est assez dur. En fait, effectivement, tout le monde peut ouvrir un ordi, ouvrir Word et taper des trucs, mais c'est quand on s'implique vraiment dedans qu'on se rend compte que c'est un vrai engagement, que c'est un vrai métier, en fait. Avant, on se dit « Oh, ça va, j'ai déjà raconté des blagues, c'est bon, je peux écrire une comédie. » Je peux mettre une histoire autour, c'est facile. Ça va, c'est bon, quoi. C'est bon, j'ai vu des films. Tu vas croire qu'ils bossent, ces gens-là. Et c'est un peu ça, c'est un peu le principe. Donc, personne n'est catastrophé par la page blanche. En fait, je crois qu'à part les auteurs, personne n'est vraiment catastrophé. En fait, c'est un cliché véhiculé par les auteurs. Oui, les clichés de la muse et tout ça. Puis, je sais pas, moi, quand j'étais petite, je voulais être écrivain. Je me disais, c'est bon, je serai Victor Hugo, je vais me chauffer au poêle à bois, j'ai pas besoin de manger, je m'en fous. Enfin, je suis alcoolique. Je suis alcoolique. Enfin, il y a aussi tout ce mythe qui se traîne un peu de l'auteur maudit dans son truc, quoi. Il y en a pour qui ça marche après. Hein. Il y en a pour qui ça marche. Par exemple, Emily Dickinson vivait de plus en plus dans un endroit de plus en plus reculé. À la fin, elle sortait même plus de sa chambre, apparemment. À la fin de sa vie. Bon, après, elle est morte, je crois, à 45 ans, donc ça fait pas une espérance de vie très élevée. Mais voilà, qu'on parle de travailler en pyjama, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est l'auteur en pyjama, elle comme avait le tout bouquin compris. d'Annie Laferrière.
Alors, tu étais en résidence à la campagne, dans une belle maison, en pyjama, à écrire. Alors, j'étais pas en pyjama parce que je travaillais avec ma co-auteure. Ah. Donc, ça me forçait. Non, mais ce qui est bien avec la résidence, c'est que tu as des repas à heure fixe, donc ça te force quand même à te lever et à sortir. Et c'était effectivement super enrichissant et très bien. Mais je l'aurais peut-être pas vécu de la même façon toute seule. Ouais. Du coup, moi, ça me fait penser un peu Tu dis qu'il y a des repas à heure fixe. C'est un cadre aussi. Tout à fait, bah oui, c'est un cadre. Et c'est un truc Ça aide. qu'il est difficile de se donner seul. Qui est bien important, qui est très important. Ouais. Et on se demandait justement comment se motiver. Est-ce que vraiment le cadre, c'est la clé ? Comment on définit un cadre ? Pour chacun, c'est différent. Quand tu as une commande, ça vient tout seul, mais quand tu écris tout seul... Alors pour moi, la carotte, c'est un peu la deadline. Alors, il y a la deadline que vous donne le producteur si vous avez de la chance, si vous avez la chance d'écrire pour de l'argent. Et puis, il y a la deadline que vous mettez, vous, pour, par exemple, répondre à une demande d'aide à l'écriture, pour envoyer un dossier pour une résidence, pour faire des choses comme ça. Et moi, j'essaye de mettre les deux au même niveau. Pour me motiver parce que quand il y en a un qui se casse la gueule, par exemple quand le producteur vous dit finalement on prendra pas d'auteur supplémentaire pour cette saison, et ben vous avez toujours votre autre deadline qui peut vous servir un peu de soupape de sécurité. Il y a les deadlines de aller à 10h, maxi, je m'habille. Il y a ça aussi peut-être aussi. Il y a ça aussi. Pour ça, aller écrire à l'extérieur de chez vous, c'est pas mal. Par exemple, si vous écrivez en bibliothèque, vous sentez qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé d'enlever votre pyjama et de mettre autre chose. Qui a testé l'écriture en bibliothèque en pyjama ? Non, personne. Allez, j'avoue. Allez. Adrien, alors c'était comment ? Écoute, J'ai pas génial. duré longtemps, même. J'ai rencontré plein de gens. Mais sérieux, moi, j'ai jamais pu écrire une seule ligne en bibliothèque. Ah, je crois que tu allais dire en pyjama. En pyjama, si. Mais alors en bibliothèque, mais je sais pas. Franchement, je n'y arrive pas et j'ai essayé des dizaines de fois, notamment quand j'étais jeune. Alors, où écrire, c'est peut-être c'est une question qu'on pourra se poser. Mais c'est pas le choix, ultérieurement, c'est pas l'objet, mais... Où écrire ? Pierre-François, qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment se motiver quand on est seul ou à plusieurs ? C'est ce que Qu'est-ce qui marche chez toi ? il faut se mettre... il y a tout un tas de trucs à faire pour se mettre dans la bonne vibration. Et ce qui est marrant, c'est pour se mettre dans la vibe, donc dans le... J'arrive plus à retrouver le bon mot. Enfin bref, quand ça vient tout seul, en fait, il y a toujours un moment où on n'y arrive pas. C'est-à-dire, en fait, l'histoire commence toujours mal. En fait, une écriture, pour moi, ça commence toujours mal. C'est-à-dire, on va pas y arriver. En fait, on essaye, ça bloque, Il y a trop de boulot. on a envie de mourir, et c'est pas possible, rien ne vient. Donc voilà, t'as toujours un moment comme ça. Et puis, par miracle, il y a une espèce de mur qui... on arrive à franchir le mur et on passe dans la phase où ça y est, ça vient. Alors là, il faut se dépêcher parce que ça, c'est des moments qui ne durent jamais très longtemps. Et là, je te rejoins complètement, la deadline, c'est très important. C'est-à-dire, c'est à cause d'elle, en fait, qu'on a réussi à franchir le mur. Et c'est elle qui nous permet de foncer et puis finalement d'arriver à vendre quelque chose. Alors, il y a vraiment plein de trucs pour essayer de s'aider. Moi, je sais que quelque chose qui est super important, évidemment, c'est vraiment des banalités, excusez-moi, c'est déjà le moral. C'est-à-dire être un minimum bien dans ses pompes. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que si pour réussir à bien écrire, il faut que j'ai un minimum le moral. Donc, si je l'ai pas, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, t'es pas du genre auteur dépressif, alcoolique. Ah non, moi, absolument pas. Au fond du trou, non, qui je va peux trouver pas. la méga idée. Et le truc, en fait, qui t'aide à avoir le moral, donc là, on parle bien de l'écriture en solo, c'est de faire attention à ce que tu manges. C'est-à-dire, veiller à manger un maximum de trucs sains. Sujet surprise de ce podcast, C'est l'alimentation. L'alimentation de l'auteur. Alors, nous avons Donc, maintenant 20 ça, minutes. Par contre, alors de fiches autant recettes. ça c'est important en solo, autant en duo, évidemment, on s'en contrefout complètement parce que l'énergie, la bonne vibration, c'est là où c'est peut-être malin d'être avec quelqu'un. Parce que quand tu es en duo, tu vas retrouver... J'imagine que c'est ce que vous avez vécu. Je suis pas d'accord avec toi, Pierre-François. Moi, j'arrête pas de lui dire, j'ai- mais j'ai- qu'est-ce que tu manges comme Non, mais merde, là justement, je viens de dire qu'à là, deux, je on me s'en... saoule avec Non, tes parce que jus. la bonne vibration, tu l'as parce que tu es avec ton pote. Donc tu... Ah non, mais on n'est pas potes. Hein. D'accord, Attends, j'en précise. Non. Donc vous allez nous raconter ça. On a un contrat de travail et tout. Hein. Non, je pense qu'à Non, deux, est-ce que tu es sérieux l'alimentation à deux est aussi très importante parce que Parce que on reste deux corps entiers, enfin deux corps séparés surtout.
à faire marcher avec les Voilà. bonnes choses. Si tu bouffes, c'est tout bête, hein. Si tu bouffes de la merde, ton cerveau il est alimenté avec de la merde et t'as des idées de merde. Globalement, Oui, hein, alors, je dis pas c'est pour tout le monde pareil. Enfin, moi, Très globalement. en parlant de mon expérience, il y a des fois où j'écris et je suis tellement dedans que, enfin, ça m'arrive très souvent en fait, j'oublie de manger. Ouais, ça, et, c'est génial. et je ne me rends compte que je n'ai pas mangé, qu'au bout de quelques heures où je commence à trembler, je me dis tiens, c'est quoi le dernier truc que j'ai mangé ? Ah oui, c'est un biscuit et il y a 5 heures. Il serait temps de manger, Il Judith. serait temps de manger, il serait temps de faire un Et truc. mince, je suis encore Non, en mais ça pyjama. veut dire que tu es dans la bonne Et dans une vibration, bibliothèque. c'est Et génial. je me permets ici d'encourager très très fort les jeunes auteurs, les auteurs débutants dont je fais partie, en leur disant en fait c'est pas grave si vous mangez des pâtes et si vous galérez, vous allez quand même réussir à écrire des belles choses. Oui, pour moi, des pâtes, c'est pas du tout C'est pas terrible. un aliment. Non, mais c'est pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du McDo quand même, des pâtes, tu vois. Ça fait moins plaisir. C'est pas de la malbouffe, ça reste. C'est ça pas de la reste, malbouffe. un quoi, niveau c'est- au-dessus. Qu'en pense Cécile ? Moi en fait je suis un peu comme Judith, c'est-à-dire que quand j'écris, je peux parfois écrire jusqu'à 10 heures d'un coup et sans manger en fait, et m'apercevoir au bout d'un moment, au bout de 10 heures que j'ai pas mangé, et d'ailleurs en période intense, je perds carrément 2-3 kilos quoi. Ouais, non mais c'est impressionnant. D'ailleurs ça fait rentrer après dans une espèce d'état de stress en fait, Oui, complètement. de Mais vous êtes semi-trance, tous maso. Ouais, Mais mais vous je êtes- pense qu'il y a un gros truc parce qu'on se nourrit finalement de nous-mêmes quoi. On se nourrit Et de on nos se brûle, idées, de notre imagination. c'est ça. Finalement, le Il y a un texte truc nous égotistique nourrit. en fait. Mais ouais, égotique. il y a un truc un peu mystique quoi, parce que franchement pour ne pas s'apercevoir de manger, Bah, les t'es fois dans la où je zone, hein. C'est Ouais, j'ai ouais, pu c'est écrire ça, t'es à parfois fond de- dedans. Ouais, t'es à fond de dedans, 10 c'est h du génial. matin jusqu'à 11 h du soir et sans bouffer quoi, et après et reprendre pareil comme ça le lendemain. Mais bon. Alors ça c'est marrant, parce que vraiment ça arrive pas à deux ça. Il y en a Ouais. toujours un pour dire Ouais, il y en a toujours tiens un en fait pour, vu que t'écris pas forcément à deux la même chose, enfin Mm. tu peux pas écrire on fait pas un mot sur deux. Il y a forcément un moment où un des deux fait quelque chose, l'autre a un petit moment de battement et tu te dis Ouais, et t'as puis vu l'heure il y a toujours un moment après 3 heures ou presque, sauf quand on est dans des phases de transe comme PF avec son co-auteur, mais sinon il y a toujours quand même un moment où on se dit tiens ça fait 3 heures qu'on est là-dessus et en fait on commence à trouver génial des idées de merde. Donc C'est l'heure d'aller c'est manger. généralement c'est bien dangereux. Ouais. c'est quand même c'est le signe qu'il faut que ça cesse. En Puis fait. ne serait-ce que se lever, sortir acheter un truc ou Ouais, aller à la faire- cuisine, faire déjà une pause, bouger, quoi. voilà, faire une pause, ça peut apporter des idées. Mais je pense en fait le pire c'est encore quand Et la motivation. on est bloqué sur un truc et qu'on reste, mais on a vraiment un sentiment de dégoût, mais de soi, de tout quoi, du monde, quand on est resté genre je sais pas moi une journée sur un truc et qu'on sait qu'on a écrit de la grosse merde et qu'on n'arrive pas à avancer. Et en fait souvent là par contre il y a un truc d'assez magique qui se passe, en tout cas pour moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire que en général au bout de 24 heures quand je suis bloquée sur un truc, 24 heures 48 heures, j'arrive à trouver quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si mon cerveau avait fonctionné à vide était en roue libre. Dans un coin, il y a eu une sorte de mécanisme qui s'est mis en route et qui va ressortir 48 heures après que j'ai vraiment galéré sur quelque chose. Enfin, je sais pas si ça vous le fait, ces espèces de déblocage un peu magique, quoi. C'est un peu de la sorcellerie, style genre ah putain, ça fait vraiment très très longtemps que je suis là-dessus et que ça me dégoûte d'être là-dessus parce que je me sens pas bien, parce que j'ai l'impression de pas y arriver quoi, tout simplement, d'être dans une sorte d'auteur raté voilà, et puis je sais pas, ça vous le fait ou pas Bah, ça c'est ouais, après une parce que- pause quoi. Mais tu n'es pas un auteur raté. Mais non, C'est c'est toujours si, après tout va une bien. pause. C'est sous la douche, c'est au supermarché. Tu penses que tu crois que tu ne penses pas à ton script et en fait tu y penses tout le temps parce que ça fait 48 heures que tu y penses, donc forcément tu y penses encore une fois que tu vas faire les courses par exemple, et tout d'un coup là au rayon surgelé du Picard t'es là, tiens mais ou alors une vieille Tiens, idée mais en fait. ça pourrait être sa sœur. Et tout d'un coup, t'es là, oh, c'est sa sœur. Et bon, moi, je harcèle un peu ma co-auteure avec des trucs comme ça aussi. Des fois, je lui envoie des textos en disant, mais t'es sûr que tu veux pas que ça soit sa sœur ? Et bon, mais quand je le fais trop, je m'arrête de moi-même. Je fais non, mais on en discutera plus tard. En fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais effectivement, ouais, on a des sortes d'illuminations parce que le cerveau fonctionne de manière magnifique, parfois un peu sans nous. Mais il faut qu'il y ait espèce d'étape de souffrance là, espèce de chemin de croix. Espèce de chemin de croix là pendant. Pour que ça. Enfin, en tout cas, ouais, il y a vraiment un truc maso quoi. Je pense Il y a là-dessus. l'écriture oui. masochiste. Il faut souffrir avant d'avoir des bonnes Ouais. idées. Mais justement, Avant est-ce que que ça parte.
Et le chemin de croix, justement, est-ce qu'il existe aussi à deux ? Nous, c'est ouvert de 9h à 19h. Au-delà, c'est terminé. Et avant, Mais est-ce que parfois vous êtes dans des situations délicates comme ça, où vous n'y arrivez pas, et au bout d'un moment, comme dit Cécile, eh ben, ça passe. Quand ça arrive, je dirais que ça arrive pas très longtemps parce qu'on en parle. Et le fait d'en parler, très vite, ça débloque beaucoup de choses, en fait. Et la discussion, ça permet d'évacuer plein de trucs et de très vite mettre un coup de balai sur les idées et voir celles qui restent les tenaces, quoi, comme des tâches. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Comment dire ? C'est comme si les idées qu'on avait ne sont même plus déjà de nous, elles sont déjà en train de se faire mixer, remalaxer, etc. pour en faire jaillir quelque chose d'autre. Et on est dans un espèce dans une critique qui n'est pas vraiment une critique, mais qui ne touche pas à l'ego quelque part. Voilà, ça vient. Quand on a une idée de merde, on la dit tout de suite et on sait très vite si c'est bien ou pas. Et à force de dire que c'est des idées de merde, finalement on déculpabilise, on se détend, et puis on en sort d'autres, et puis on finit par trouver la bonne, ou on trouve la solution au problème. En fait, vous censurez pas du tout. Enfin, vous êtes dans une espèce d'explosion d'idées tout le temps, et après vous triez. Enfin, c'est ça l'idée. Enfin, en fait, c'est du brainstorming constant. Ouais. Constant. Ouais. Mais sans censure, quoi. Voilà. Enfin, Après, on peut se froisser sans le savoir, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, oui, mais c'est pas... on en parle, et du coup, après, ça débloque et tout avance. Et puis, au fur et à mesure, à force de faire ça, finalement, le travail se fait tout seul et il n'y a plus du tout cette impression. Je pense que depuis 2 ans, l'impression c'est atténué. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que on a tous parlé des passages un peu dépressifs de l'auteur solo, enfin limite Cécile, dépressif. Surtout Cécile et moi. Moi, j'ai dit quasi la même chose. Hein, donc, j'ai dit la même chose. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, ces passages douloureux, déjà, le fait d'être deux permet de les atténuer complètement. On a l'impression, on vous écoute en tous les cas. Les passages douloureux, je pense que c'est très c'est lié à quand tu es tout seul. Si tu as un passage douloureux, tu y es tout seul et tu dois t'en sortir tout seul. Et tu es le seul à être dans cet état d'esprit. Si tu es à deux, l'autre il sera pas forcément dans la même humeur. Il va dire attends, qu'est-ce que tu racontes ? C'est de la merde, ça. Attends, regarde, ça c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Il y a aussi le danger de servir d'éponge ou de réceptacle aux angoisses de l'autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes face à un texte que vous avez créé. Plus ou moins à deux, hein. On ne dit pas 50-50, on va dire. On va dire plus ou moins. Plus ou moins à deux, et tout d'un coup, votre co-auteur ou vous-même décelez des trucs qu'aucun des deux n'avait vu dans le texte avant, et bam, c'est bon, il faut tout remettre en cause, c'est un grand chambardement, et finalement, ni l'un ni l'autre ne sait très bien où on en est vis-à-vis de ça, et vous devenez un peu le réceptacle de toutes ces angoisses-là. Mais en fait, si ce personnage était complètement con et on s'était trompé depuis le début, enfin, il y a aussi ça quand même. Hein. Moi, je dirais pas que c'est des angoisses ou des choses comme ça. Nous, on voit ça. Enfin, après, c'est peut-être juste nous, hein, mais on voit ça de manière très pragmatique. Ouais, très, très avec un peu de recul, quoi. Très, très froide, je dirais. Il y a un truc qui marche pas, ok, pourquoi ? On retourne le truc. Enfin, il n'y a pas une histoire d'ego où on se dit... Non, mais c'est pas du tout une histoire d'ego, l'angoisse. non, mais je veux dire, dans la manière dont on va traiter le truc, il n'y a pas une histoire d'ego où on va se dire, là, c'était ton idée, ça marche pas, ou on en parle, et en fait, moi, j'ai pas la bonne idée. C'est juste, ok, il y a un problème, et on va prendre le truc de manière très pragmatique, voilà, d'où ça vient, pourquoi. Ok, faut tout refaire, on y va, quoi, refaisons tout, c'est un boulot en fait. Ouais, c'est comme si limite on était plus au service de ce qu'on est en train de faire que ce que nous sommes vraiment. Au final on se dit ok, il y a un film à écrire, et tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va travailler, tout ce qui va venir, tout ce qui va être remis en question, tout ce qui va être retravaillé, c'est au service d'un projet, et c'est ça qui compte en fait. Peu importe, voilà, moi je pense que vraiment... peu importe les envies de voilà. chacun, on peut mettre un peu de ses envies, mais si ça dessert globalement le projet ou le film, il y aura un des deux qui va dire mais en fait ce serait mieux quand même de pas le faire, et l'autre va dire ouais, c'est vrai, t'as raison. Une très bonne question qu'on peut vous donner, c'est la question simple, à quoi ça sert ? C'est un truc qui revient souvent quand on travaille, peut-être qu'on a une idée et l'un d'autre fait mais à quoi ça sert ? Et là outil à savoir dans voilà, à quoi ça sert ? Et si on trouve vraiment une bonne raison, c'est que c'est une bonne idée. Si on se dit finalement ça sert à rien, on la vire. Et ça arrive souvent en fait, et c'est assez drôle parce que peut-être qu'on répond à côté de ce que tu voulais souligner, je sais pas. Non, mais je pense que c'est parce que vous travaillez presque à 50-50, surtout qu'il y a pas que vous êtes moins sujet à ça en fait. Je suis pas sûr qu'on soit 50-50. En fait, je comprends ce qu'elle veut dire par rapport à l'angoisse. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai travaillé avec un co-auteur, effectivement, j'avais tendance à être plutôt générale pour le coup,
et en fait au bout d'un moment en fait à faire de mon co-auteur le réceptacle finalement de mes angoisses aussi. Mais c'est parce qu'en fait je pense que il y avait peut-être un problème d'interaction en fait avec elle, c'est-à-dire que comme elle suivait énormément ce que je disais, j'avais un problème. C'est intéressant d'avoir un vrai dialogue en fait avec quelqu'un. C'est-à-dire quand on est tout le temps avec un co-auteur qui en fait abonde dans notre sens ou finalement qui n'ose pas dire ses propres idées, on a tendance finalement à nous au bout d'un moment balayer, Censuré ? Ouais, non, pédaler en fait. C'est-à-dire T'es en roue libre en fait. Voilà, on est en roue libre. Et comme ça nous angoisse, cette situation nous angoisse, moi j'avais tendance en fait à remettre tout en question et à faire porter à ma co-auteure finalement tous mes doutes. En fait, je lui disais mais est-ce que t'es sûre que c'est bien, machin. Et comme parce que j'avais pas en fait assez de retour. En fait, j'avais l'impression d'avoir une espèce de faux dialogue en fait, espèce de miroir en face de moi, plus que vraiment quelqu'un qui était. J'ai du mal à cerner concrètement. Dans la situation que tu évoques, qu'est-ce que ça donne de projeter tes angoisses sur l'autre ? C'est-à-dire qu'en fait, je vais 10 fois plus angoissée sur les... si j'avais été toute seule, je pense que je serais partie sur mon truc. Projeter mes angoisses, c'est-à-dire, je vais... au bout d'un moment, au bout de, je sais pas moi, une semaine, 2 semaines, je lui disais, est-ce que tu es sûre que c'est bien, en fait ? Enfin, je pense que c'est pas bon. Puis je remettais tout le temps en question, en fait. Et ce que je ne faisais jamais quand j'étais toute seule. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y avait une espèce de relation un peu perverse, en fait. Oui, une relation un peu perverse, ouais. C'est-à-dire que vraiment, je la... Il y avait peut-être pas... je pense que vraiment, elle portait mes angoisses, quoi. D'accord. Et, relation perverse, Pierre-François, un mot. Donc c'est pourquoi je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver la bonne personne, quoi. En fait, moi je suis moi je suis script doctor, je suis script jardinier, donc c'est absolument le contraire. C'est-à-dire que moi j'aime tout en fait. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de regarder le scénario qu'on m'apporte avec le maximum d'empathie, ce qui ne m'empêche pas, l'expérience aidant, d'être extrêmement exigeant et de voir et de dire... Empathie pour l'auteur. Bien sûr, et pour son texte. Mais en fait, c'était pas du tout un manque d'empathie, hein, attention. C'est-à-dire que je lui faisais porter mes angoisses, mais je la rabaissais pas. Il faut pas... c'est-à-dire qu'en gros, je me remettais en question moi tout le temps face à elle, en fait. C'est-à-dire que c'était pas du tout un manque de bienveillance. Et en fait, t'avais pas quelqu'un qui te disait, mais en fait, c'est bien. Voilà, en fait, j'attendais en fait quelqu'un qui me rassure, exactement. Et en fait, comme elle abondait tout le temps dans mon sens, ça ne me rassurait pas. Au contraire, ça détendait. Ça, c'était un piège, ouais. C'est pour ça que le film ne s'est pas fini, parce que je pense que j'aurais été toute seule, je l'aurais fini. Mais comme j'étais dans cette situation-là, à travailler avec quelqu'un avec qui j'étais rentrée dans une espèce de cercle vicieux, le film ne pouvait pas se finir, quoi qu'il en soit, en fait. Donc voilà. C'était ma seule expérience, c'est un peu une expérience malheureuse, ouais, pour le coup. Donc on voit bien à quel point, encore une fois, le choix du partenaire est complètement essentiel. Et si on se plante de partenaire, d'ailleurs c'est pas grave, c'est une expérience en plus. Bien sûr. Mais le projet, on a pas mal de chances de pas aller au bout. C'est pas grave, on aura appris quelque chose, mais c'est vraiment un risque certain. Même quand tu es avec la bonne personne, il y a des chances que ton projet t'aille pas au bout. Hein. Mais ce qui est dur à deux, c'est une chose qui est difficile, je trouve, à obtenir, c'est d'avoir les mêmes ambitions quelque part dès le départ. C'est d'avoir aussi du temps disponible, c'est d'avoir la même envie, la même direction. C'est un point clé en fait. C'est un point clé, ouais. Si tu vas pas au même endroit avec la bonne personne, après tu vas te séparer, quoi. Enfin, ne cherchez pas directement la relation idéale telle qu'on vous la raconte. Et je pense qu'il faut vraiment essayer. Et puis, non, mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'encore une fois, moi, je suis une débutante. C'est-à-dire que je considère quand même que je suis là pour apprendre et que les personnes avec qui je travaille sont souvent aussi un peu débutantes. Et donc, du coup, il faut quand même être un petit peu tolérant avec l'autre et avec ce qu'il peut vous donner ou pas. Et tout ça, une relation de co-auteur, ça se construit. Et ça se construit aussi avec les failles de l'autre, avec ses limites, avec vos limites à vous. Et ça ne sera pas tout de suite instinctif et ça ne sera pas tout de suite génial, extraordinaire, et vous ne rentrerez pas en transe de 48 heures dès le 2e jour. Enfin,
Je veux dire, il faut quand même être un peu... Ça prend du temps. Ouais, j'attends toujours la transe de 48 heures. Un peu, ouais, c'est ça. Moi aussi, je l'attends. Toujours pas arrivé. Non, mais en plus, moi, au bout de 48 heures, 48 vraiment, minutes. j'ai faim, je suis fatiguée. Enfin, vraiment, la personne en a marre de me voir bâiller. Enfin, c'est plus possible. Mais voilà, c'est juste pour dire un mot. Ouais, non, mais c'est... Aux auteurs débutants, ne vous foutez pas la barre trop haut quand même. Faut pas exagérer. Puis la question, c'est peut-être aussi écrire seul ou à plusieurs, et puis dans quel but ? Parce que tu peux écrire à plusieurs, tu peux écrire à deux, mais c'est juste sur un projet, comme on le disait tout à l'heure. Ou dans notre cas, c'est pas un projet, c'est tout. Et ça change aussi pas mal les choses. Dans notre cas, je pense pas qu'on pourrait, avec une grosse différence d'âge ou de mentalité ou de plein de choses, si on était très différents, je suis pas sûr qu'on pourrait travailler au quotidien sur les mêmes choses. Oui, pendant on 2 est ans différents, on a et des points plus. communs, mais on s'entend bien. C'est ça aussi qui compte, c'est l'entente quoi, qui est importante. Donc oui, on a bien fait le tour du sujet sur l'écriture à deux, seul, et l'écriture à plusieurs finalement. Qu'est-ce que ça vous évoque, Pierre-François par exemple ? Un fantasme, vraiment un fantasme, parce que en fait, je crois que j'ai eu envie d'être scénariste en lisant le livre de Frank Capra, je crois qu'il s'appelle Hollywood, un livre assez incroyable, et dans lequel il raconte tout son parcours, et il raconte, donc là on doit être dans les années 24-25, qu'un jour il se retrouve à travailler pour Mack Sennett. Et Mack Sennett à l'époque c'était le grand réalisateur, producteur, le grand producteur de comédie, donc de gags. Et donc Frank Capra raconte qu'il se fait engager comme ce qu'on appelle les gagman. Et il passe toute leur journée à 8 ou 10 bonshommes dans une petite pièce à sortir et à trouver des gags en fait. Voilà, il passe tout un temps fou à trouver des gags à la chaîne, à 8. Et de temps en temps, Mack Sennett passe, regarde un peu ce qu'ils font, donne son avis, puis il repart. Et les mecs doivent continuer à pondre des idées. Et ça, c'est une idée qui m'a complètement fait fantasmer. Et donc quand je me suis retrouvé sur des séries... brièvement, quand j'ai commencé à travailler sur des séries style Scène de ménage ou Nos chers voisins, j'ai vraiment pensé que c'est ce que j'allais revivre. Et donc j'ai découvert complètement éberlué que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans la profession pool d'auteur, en fait c'est exactement le contraire. C'est juste que tu travailles en solo, on se réunit une fois... C'est des auteurs dans une cage de poule plutôt. Oui, très bien vu, c'est exactement ça. C'est-à-dire on est tout seul, et puis une fois par semaine... Dans ce cas précis. Oui, pas une généralité. Sur tout ce qui est comédie, si tu veux, sur tout ce qui est dans Shortcom, en fait, il y a toujours des pôles d'auteurs. En fait, les pôles d'auteurs travaillent seuls, ils se voient une fois par semaine pour qu'on leur corrige entre guillemets leur texte. Donc pour moi, ça reste vraiment un fantasme. J'ai super envie de le vivre, en fait. C'est-à-dire que je crois, surtout en matière de comédie... Tu veux le vivre avec nous ? J'y crois vraiment, c'est-à-dire l'idée d'être plusieurs cerveaux brillants ou pas, peu importe, mais voilà, être tous focalisés sur un même sujet, potentiellement, à l'américaine, ça m'intéresse beaucoup. The Writer's Room. Writer's Room, exactement. En ce qui me concerne, je considère que c'est aussi un fantasme un peu la writer's room, parce que c'est s'imaginer... en fait, le problème de ça, c'est la démocratie. C'est s'imaginer... Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que tout le monde a la même voix dans la writer's room. Or, pas du tout. Il y a un showrunner, il y a un guide, il y a un mec qui a écrit les arches et les autres non, qui sont plus au service des épisodes, etc. Et donc là encore, il y a quelqu'un qui pilote et les suiveurs. Et je pense que c'est un petit peu la seule façon de vraiment écrire à plusieurs. Parce que sinon, c'est un peu comme quand, en sortant du lycée, vous imaginiez pouvoir être en coloc avec tous vos copains. Et puis, au bout d'un moment, vous apercevez que c'est pas possible de vivre avec machin. Mais quand même, vous aviez envie, mais non. Dans les faits, en pratique, c'est pas possible. Et c'est un peu pareil avec l'écriture à plusieurs, dans le sens où, évidemment, on est plus de deux. Là, tu as évoqué quelque chose que tu as vécu, ou le fonctionnement basique des Américains. Mais il n'y a pas que les Américains, je veux dire, même sur Engrenage, des choses comme ça, il y a quand même un pilote. Il y a un pilote et il y a quelqu'un qui pilote. Voilà, il y a quelqu'un qui est garant, en plus de la chaîne, il y a quelqu'un qui est vraiment garant des arches, par exemple, des arches narratives ou des choses comme ça. Pour les séries 52 en tout cas, mais même pour les séries un peu plus courtes qui commencent à se faire, pas des shortcoms, mais
du 25-30, qui commence à se faire tout juste. À part Plus belle la vie, évidemment. Mais là encore, Plus belle la vie, il y a un atelier dialogue, un atelier synopsis, où à chaque fois, il y a 8 auteurs, et des personnes qui sont garantes de ces ateliers, garantes des arches. Mais c'est pas gênant en soi. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais l'écriture à plusieurs en tant que fantasme démocratique où tout le monde balance ses idées. Oui, mais que tout le monde balance ses idées. Et puis au final, bien sûr, il y aura une ou un tout petit groupe de personnes qui prendra les décisions. Mais ça reste quand même potentiellement de l'écriture à plusieurs. Ah, divergence. Non, mais je sais pas. J'ai très peu d'expérience. J'ai très peu d'expérience sur la question. Donc, mais j'ai hâte d'en avoir. Allons-y là tout de suite. Et alors, écrivons une série. C'est parti. Il suffisait de nous voir quelques minutes avant l'enregistrement de ce podcast. Cerveaux. Nous étions en pleine writer's room pour trouver un titre à ce podcast. Voilà. Ça me permet de faire une transition. Et comme Ce vous fut pouvez un le succès. constater, voilà ce que ça donne. On devrait écrire ensemble. Grandiose. C'était pas forcément une réussite. Alors, dans ce métier, c'est important d'être lu, relu, puisque finalement l'auteur n'est pas si seul que ça, parce qu'il y a des gens qui relisent son travail, il y a des gens qui se confrontent, on n'écrit pas pour soi, on écrit pour d'autres. Le co-auteur peut être, et le premier spectateur finalement peut-être ou lecteur de ce travail. Un retour finalement, qu'est-ce que ça devrait être ou ne pas être? Cécile. Alors, un retour, je Par pense exemple. que... On peut sortir de ta torpeur. Donc l'idée... Tu peux remettre ton pyjama. Ça y est, c'est bon, j'y suis. L'idée d'un bon retour, je pense que c'est un retour déjà de quelqu'un qui veut pas qui a pas une idée sur le sujet, en fait. C'est-à-dire qu'il veut pas que le film qu'il est en train de lire, c'est un film que nous écrivons et c'est un retour sur ce que nous avons écrit et pas sur ce que lui aimerait dire sur ce sujet-là. C'est peut-être un peu compliqué. Mais... Et là, on se regarde tous. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que ça reste notre film. C'est-à-dire que si la personne s'empare de notre film, par exemple, ou de notre personnage, pour l'emmener en disant, voilà, ton personnage, je voudrais qu'en fait, il soit plus comme ça ou plus comme ça, parce que c'est lui, sa vision de ce qu'il aurait à dire dans ce cas-là de film. Un retour, c'est pas se réapproprier le truc. C'est exactement, voilà, c'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est qu'un retour, un bon retour, c'est simplement un retour technique pour moi. C'est-à-dire... voilà, ton personnage, il ne fonctionne pas parce que telle raison, c'est pas ton personnage. Il faut qu'il ait cette telle arche émotionnelle, par exemple. Moi, ça m'intéresse pas en fait. Moi, le retour parfait pour toi, c'est le retour d'un script docteur finalement. Exactement. Quelqu'un qui vient avec un regard complètement extérieur, voilà. Qui va dire là ça marche pas, parce que ça. Je t'aime bien, mais ton texte marche pas. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas... Il n'y a pas d'affect. C'est même au-delà de ça, c'est juste que... j'ai déjà été suivie par des consultants, et les consultants que j'ai eus quand j'étais étudiante, les retours que j'avais de la part de bons consultants, c'était plutôt des gens qui n'avaient pas qui n'essayaient pas en fait tirer le personnage à lui en fait. C'est-à-dire je sais pas si je m'exprime vraiment bien là-dessus, mais on va tout couper, t'en fais pas. Voilà, c'était plutôt toutes tes interventions, je veux dire, dans tout ce podcast. Et parce donc que les histoires de pyjama, tout voilà, ça, la bibliothèque, c'est pas possible. La bibliothèque. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout, pour le bon retour, c'est ça. Et après, l'idée, c'est d'avoir pas mal de retours et de pouvoir recouper, en fait, les choses qui ont déjà été dites. Parce que plus t'as de retours, plus tu vois les choses qui reviennent souvent, et tu peux identifier les choses. Après, il y a aussi des retours où il y a des gens qui sont plus ou moins bienveillants. Il y a ça aussi, mais ça, on le sent, en fait, en général. Quand un retour n'est pas bienveillant, moi, je le sens, donc je le prends pas au sérieux, en fait. Si c'est un retour... je m'en fiche en fait, ça me passe par une oreille, ça me sort par l'autre. D'accord. Judith ? Je rejoins Cécile, je pense que en fait un bon retour, en tout cas sur un film, c'est un retour qui n'attaque pas le cœur du film. C'est-à-dire qu'il attaque la manière dont ce cœur se déploie, ou en me disant mais ça c'est pas clair, ou ça fonctionne pas, ou il y a quelque chose de louche là-dessus, mais il n'attaque pas son idée principale, quoi, vraiment son cœur. Je dirais aussi qu'un bon retour, alors pour l'avoir fait mais à culpa, c'est pas un retour lapidaire d'une phrase en disant non mais ça marche pas, sans apporter aucune solution. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire ça ? Ou sans apporter aucune clé pour débloquer
un petit peu ça. C'est pour ça que les script doctors, les bons script doctors sont bien et que c'est parfois un peu dur d'en trouver des biens. Et puis il y a aussi le fait que souvent on a des retours de gens qui ne sont pas qui s'en fichent un peu du cœur du film, du moment qu'on réussit à le faire. Et d'accord, ils voient le truc fini, ils voient le truc bien, fini en fait. ou il y a un début, il y a une fin. Ou voilà, Ça ressemble à quelque chose. ça ressemble. C'est bon, ça va. C'est Tu bon, arrêtes d'être exigeante Il y maintenant. a des personnages. C'est bon. Il est bête, c'est pas grave. Voilà, je me souviens d'un. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer quand même d'un retour de quelqu'un qui connaît rien, qui survole le c'est truc. pas question de connaître. C'est pas question de connaître la chose, parce que des fois vous aurez des trucs très. Moi, j'ai fait lire à ma famille ce que je m'étais toujours refusé à faire. Mais n'ayez pas peur. Et, Si elle a fait, c'est qu'elle avait une bonne raison de le faire. Mais oui, mais surtout de faire lire à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de lire, parfois, ou simplement une personne qui n'a pas du tout l'habitude de lire. Bon, c'est mieux si c'est des gens qui vous aiment pas trop, mais bon, comme ils n'ont pas l'habitude de lire, que c'est pas leur boulot, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent s'ils vous aiment pas trop. Hein. C'est un peu la difficulté du truc. Mais en tout cas, ils sortent parfois des choses extrêmement qui leur paraissent extrêmement évidentes et qui vont vous éclairer sur votre travail. C'est-à-dire, mais pourquoi il fait ça à un moment donné où ils n'auront pas compris des trucs qui vous sembleront vous sembleront complètement évidents, et eux, simplement, ils ne le sentent pas. Et des fois, il faut faire confiance à l'instinct de ces gens-là. Mais bon, c'est vraiment des gens qui n'ont rien à voir. Hein. C'est pas un président de chaîne ou je ne sais pas. Bon, pas un président, parce que les présidents lisent pas, mais c'était voilà, c'était pas une histoire d'amour. Un responsable c'est un film de guerre. développement, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire. Et des fois, vraiment, ça peut être très éclairant sur votre travail. Je me tourne vers Pierre-François, le script docteur de cette Donneur table. de retour. Je crois qu'il a fait des retours régulièrement. À des professionnels et des moins professionnels. Tout à fait. Non, mais je vais rien dire d'intéressant parce que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Juste, il y a deux styles effectivement de retour. Un retour professionnel et le retour non professionnel. Alors pour le retour professionnel, exactement ce que vient de dire Cécile, c'est-à-dire surtout un retour professionnel, c'est tout simplement un retour sans affect aucun, c'est-à-dire avec beaucoup à la fois de bienveillance et un regard technique. Voilà, donc bienveillance et un regard technique, c'est exactement ce qu'il faut, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis je te rejoins aussi, un retour de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien peut être intéressant. Alors attention, il y a quand même un vrai problème, c'est-à-dire que le scénario, c'est quand même très ennuyeux à lire. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Moi, j'estime qu'un scénario, c'est très ennuyeux à lire. Et alors, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en lire, alors là, c'est vraiment lui demander un énorme effort. Donc si un de vos proches lit le scénario, va jusqu'au bout, déjà, ça veut dire que... C'est un effort, oui, c'est vrai. Ouais, c'est un véritable effort. Tu lui en dois une après, quoi. Oui, clairement. Et après, après, il y a deux cas. Il y a effectivement quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va sortir des trucs super intéressants. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc ça c'est assez stupéfiant. Et des trucs que les pros, d'ailleurs, vont pas forcément voir. Maintenant, ça reste quand même un risque. C'est-à-dire que moi, comme toi, quand j'étais plus jeune, je faisais lire parfois à ma famille ou à des proches. Et c'est vrai que parfois, j'ai quand même été blessé. Et je trouve que c'est quand même toujours un petit peu dangereux de faire lire à des gens qui sont pas de la partie. Et parfois, on peut se sentir fragilisé, en fait, ce qui est toujours embêtant. Pour vous, c'est quoi le meilleur moyen d'avoir un retour ? Un bon retour. Payer un script docteur à chaque fois, c'est d'avoir trouvé une bonne personne, de partager son scénar ou son projet avec des inconnus sur un forum, sur un site. Il y a des sites qui existent de partage de scénarios, de lecture. Est-ce que c'est un bon moyen ? Est-ce qu'il vaut mieux payer un professionnel ? Moi, je pense que, en fait, déjà choisir 2 ou 3 personnes dont on a vraiment confiance, en fait. Je pense que après, comme on disait, quand les choses ne vont pas, de toute façon, elles se recoupent. Donc après, il suffit de faire le tri après ce qui ne se recoupe pas. Donc je disais, 2-3 personnes. Donc
après, on rencontre beaucoup de monde dans un le genre milieu, de club donc de lecture privé. voilà, C'est ouais. ton petit club Mon de petit lecteurs. club à moi, club de où je Cécile. sais que où les gens vont avoir un regard pertinent, quoi, et qui va me faire avancer. Ouais, c'est souvent, moi en tout cas, les gens à qui je fais lire, c'est des gens que je connais, que j'ai connus en formation ou lors de rencontres, et c'est plus ou moins tout le temps les mêmes, quoi. D'accord. Oui, il faut faire attention à ce que le groupe ne soit pas trop étendu. Parce que encore une fois, quand on débute, on a tendance à se dire non mais il faut absolument que j'ai un retour d'un maximum de personnes pour que plus j'ai de retours, en gros, mieux mon texte sera. Or, ça n'est pas vraiment le cas. Effectivement, je suis d'accord avec Cécile, il faut choisir des gens en qui on a confiance et les choisir un peu avec parcimonie. Parce que vous aurez forcément le cas, si vous faites lire, 10 personnes par exemple, à un projet à la même étape, au même stade de développement du texte, à la même version. Si vous faites lire à 10 personnes, vous aurez forcément tout et son contraire. Absolument tout et son contraire. Sur un projet, et là vous pouvez être complètement perdu, ce qui est quand même l'inverse de ce que vous vouliez, c'est-à-dire trouver votre voix, trouver votre texte, etc. Avoir des idées, des retours solutions intéressants, des idées, des solutions, des trucs. Finalement, on vous a dit oui, mais il faut que ce personnage parle plus. Et il y en a un autre qui vous a dit oh, ce personnage est chiant, franchement, il devrait se taire tout le temps. Bon, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que vous faites ? 5 t'ont dit ça et 5 t'ont dit ça. Voilà, exactement. Non, mais ça peut vraiment T'as même pas arriver. une tendance. Encore une fois, je suis assez d'accord avec oui, trop d'avis, c'est peut-être pas. Cécile, moi, c'est aussi pour ça que je fais partie d'un collectif de scénaristes. Alors, voilà, on allait y venir. Mais d'abord, j'aimerais connaître quand même le point de vue du script doctor autour de cette table. Forcément, tu vas nous dire qu'il vaut mieux payer un script doctor compétent. Non, je crois que ce qui compte, c'est surtout de ne pas se sentir fragilisé après avoir fait lire. C'est vraiment essentiel. Alors, apprendre à recevoir le retour, c'est encore autre chose. Tu as tout à fait raison. Il faut aussi apprendre, mais c'est ce qu'on apprend quand on travaille à deux, finalement. Oui, parce qu'on se fait des retours en permanence. On parlait de se mettre à nu tout à l'heure, mais j'ai l'impression que quand on écrit seul, on enlève juste la chemise, et à deux... Voilà. Mais c'est pour ça que c'est violent quand on écrit seul et que tout d'un coup on va faire lire, parce qu'on n'a eu aucun retour, justement, et que tout d'un coup on va faire lire. Donc je pense qu'il faut vraiment très bien choisir les personnes et qu'elles posent d'abord un regard vraiment bienveillant. Il y a aussi la différence de quand tu es à deux, tu as des retours à chaque étape de la création et que tu arrives à une V1 d'un scénario par exemple où tu as eu des échanges et des idées, des nouvelles interrogations et des nouveaux problèmes résolus, entre guillemets, à chaque étape, à chaque scène, à chaque personnage, à chaque problématique, que t'as pas quand t'es tout seul. Finalement, quand t'es tout seul, t'as fait ce que tu pensais être le mieux et tu donnes ton travail fini pour la première fois à n'importe qui ou pas. Mais t'as pas ce retour en permanence qui te permet de vite balayer les mauvaises idées et d'avoir un truc peut-être plus abouti en V1 que quand t'es tout seul en V1. T'auras plus de casse au retour. Et justement, comment vous le gérez, vous, en duo parce que vous faites quand même lire. Récemment, on est sur un long métrage, le long métrage sur lequel on travaille, on a eu le retour d'une script doctor, d'un autre script doctor qui est toi-même, mais dans un autre cadre, et de, je crois, 6 autres personnes. De ma mère. Ouais, voilà. Pour dire, moi aussi, je fais lire mes voilà. parents. On avait vraiment toute une masse de retours, mais on a eu des retours sur d'autres versions, où on avait 1 ou 2 personnes, peut-être. Là, c'était vraiment la version test, avec plein de retours, 8 en l'occurrence, qu'on a pris en compte et qu'on a analysé, on en a tiré plein de choses. Là, en particulier, quelqu'un a été payé pour faire un retour qu'il ne nous connaît pas du tout, qu'on n'a jamais rencontré, via l'intermédiaire de producteurs. On a le retour aussi de nos producteurs, qui orientent aussi l'écriture, qui nous aident des fois à trancher, où on est d'accord sur quelque chose, mais on n'est pas sûr que c'est la bonne. Il y a un petit côté décision. écriture à 4, finalement, avec eux, des fois. Ça peut avoir cette allure. Bon, ils branlent pas grand-chose quand même. C'est nous qui écrivons tout. C'est facile de dire au bout de 2 mois. Non, on les aime bien. Voilà, c'est sur le long métrage, en tout cas, ça s'est passé comme ça. On a eu plein de... à différentes versions, différents types de retours. Est-ce qu'il y a des différences entre un script doctor professionnel et ta mère, par exemple? Est-ce que malgré la différence de compétences, il y a quand même eu des choses flagrantes? Dans ce cas précis, c'est très facile.
Ouais. Sa mère a écrit sur la page de titre, c'est super. Voilà, c'est... Bon, c'est sympa. C'est le Bon, cœur on va pas aller c'est très le loin cœur de de ça. maman qui a parlé. Voilà, c'est la maman qui ça- parle. ouais. La Script Doctor, elle nous a rendu quelques pages bien remplies de plein d'idées qui s'arrêtent à toutes les scènes. Voilà. C'était un retour très complet, évidemment. Oui, voilà. Elle est payée pour ça. C'est Voilà. son travail, son métier. T'as pas payé ta mère? Je croyais, moi. En ce moment, j'ai un chèque pour toi. Pour mettre, c'est super. Elle va demander des sous maintenant qu'elle a entendu ça. Ouais, il y a aussi, je pense, le bon Cécile, moment pardon. aussi, ouais, pour. Enfin, c'est-à-dire que, si on demande un retour à une étape trop, enfin moi en tout cas c'est ce que ça me fait. Si l'étape est trop Prématurée. trop prématurée, le retour fonctionne pas en fait. C'est-à-dire que les choses sont pas assez posées et en fait là justement le script doctor a tendance à s'approprier davantage le film. Alors que si c'est à l'étape déjà soit d'un séquencier ou d'un traitement, les choses sont déjà beaucoup plus posées et ça devient un retour beaucoup plus technique, quoi. Ouais, tu crois qu'il y a un moment Enfin, en Ou tout cas, qu'on peut dépasser, que j'ai pu voir, on va plus pouvoir te faire bouger trop de choses? C'est pas ça, c'est pas que j'ai pas forcément envie que ça bouge, mais c'est-à-dire que si c'est trop embryonnaire, la personne qui va par exemple, si je donne un pitch d'une page et que je vais dire bon bah est-ce que ça va ou pas, ça va être, la retour va être beaucoup plus général en fait. Ça va être un retour beaucoup plus thématique. Mais le format pousse à ce genre de retour. C'est ça. Alors que si je donne une étape qui est déjà sous forme de séquencier, là je vais avoir un retour beaucoup plus tranquille, quoi. C'est-à-dire que je vais pas me perdre dans le film de l'autre en fait. Je vais garder mon film sans avoir à projeter le film de l'autre sur mon propre film, quoi. On parlait tout à l'heure de collectif. Judith, toi, tu es dans un collectif de scénaristes, que tu as créé avec d'autres camarades. Oui, c'est même un camarade à moi, c'est Benjamin Adam qui a pris l'initiative de créer ce collectif. Comment il s'appelle ce collectif? Clark Nova. Enchanté, Clark. Ok. Clark Nova, c'est le nom de la machine à écrire, la monstrueuse bête machine à écrire dans Le Festin nu. Oui, voilà. c'est vrai, oui, tout à fait. Je me réveille après, mais... Et alors, les collectifs, est-ce que c'est une solution pour ceux qui n'arrivent pas à écrire seuls, par exemple? Parce qu'en fait, c'est pas tellement une question d'écrire en comment collectif. Tu définis, en fait, l'idée, c'était pas du tout d'écrire en collectif. Pas pour le moment. On s'est dit, tiens, on se laisse cette possibilité à partir du moment où on se sentira assez à l'aise ou à partir du moment où on avait envie. Mais l'idée, c'était vraiment plutôt de se faire, et c'est ce qu'on fait toutes les 2 semaines, on se fait lire nos textes. Et donc, on est maintenant 5. Et donc, on a 4 retours différents, et 4 retours qui aussi se recoupent, évidemment, sur ce texte-là. Ce qui implique donc un travail personnel de chacun des auteurs du collectif. Ah oui. Un minimum. Donc il y a un engagement. Non, en fait, il y a un engagement dans le sens où on est un minimum impliqué et on accepte de lire les textes des autres et de réfléchir à un retour. Et ça, évidemment, c'est très important. Mais c'est vraiment un travail passionnant parce qu'en plus on apprend à faire des retours aussi, on apprend à respecter le travail de l'autre, on apprend à entendre des retours et puis surtout il y a une grande confiance qui s'installe puisque les autres auteurs ne sont pas des décideurs du texte et ne sont pas des responsables de chaîne ni rien, des trucs comme ça. Ils ne sont pas impliqués en fait. Ils ne sont pas impliqués dedans. Et donc il y a une espèce de recul comme ça déjà de leur part. Alors déjà il y a un recul et ensuite nous on s'est assez rapidement dit qu'on pouvait se faire lire des choses à peu près à toutes les étapes de travail. Il est évident qu'il y a des versions de courts-métrages, par exemple une V1 un peu rough, je ne vais pas la faire lire à des producteurs parce que j'ai pas envie de me griller sur ce truc-là. Mais par contre, je sais que des auteurs de mon collectif pourront le lire et avoir un regard. Si moi je leur fais lire en disant bah voilà c'est une V1 un peu rough, mais j'aimerais bien savoir quand même ce qui ressort en premier, ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui fonctionne, etc. Et là je peux tout à fait leur faire lire. Ce que je ne pourrais pas faire lire à des gens plus officiels, voilà, des gens qui sont susceptibles d'investir un peu d'argent ou de temps ou les deux dans mon travail. Je pourrais pas leur faire lire de la même façon. Et
en ça, c'est vraiment libérateur, je crois. Vous avez d'autres expériences de collectif, Cécile ou Pierre-François ? Non, par contre, je trouve que cette idée de collectif est très intéressante parce que vous n'écrivez pas ensemble, ok, mais cette idée, effectivement, qui commence à se répandre, effectivement, il y a plusieurs collectifs maintenant, mais de se lire, de s'apporter des avis, des conseils, c'est déjà un partage en fait. Et alors c'est pas une coécriture, mais c'est déjà quand même travailler ensemble, quoi. Donc je trouve ça vraiment super. En plus, c'est-à-dire que ça vous donne un cadre finalement. C'est-à-dire que vous sortez un peu de votre solitude d'auteur si vous écrivez beaucoup tout seul, par exemple, ou si vous écrivez beaucoup de commandes tout seul, etc. Puis ça vous permet aussi de sortir un peu de la légende, encore une fois, cette fameuse légende de l'auteur maudit tout seul dans sa tour d'argent. Et à un moment, si vous dites, mais de toute façon, ce texte est nul, d'avoir 3 personnes qui vous disent, non, mais en fait, ça va. Hein. Vous voyez ça vous fait du bien. Nous, on se voit toutes les 2 semaines pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'a pas toujours toutes les semaines des trucs à se faire lire, en fait, tout le temps, à toutes les étapes. Et puis, on se laisse aussi la liberté de consacrer. Généralement, on essaye de faire 2 projets par soir, et puis des fois on n'en fait qu'un et on discute simplement de notre quotidien d'auteur, de nos démêlés avec un producteur, de choses comme ça, un peu plus personnelles. Mais c'est pas toutes les 2 semaines, chacun donne un truc à lire. Non, on est 5 et on est généralement 2 à présenter quelque chose, parfois un seul, voilà. Mais c'est assez bon enfant et il arrive qu'on puisse pas être tous les 5, tant pis, on le fait quand même, on est que 4, on est que 3, mais on le fait quand même. Donc tu recommandes? Je recommande vivement. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et en plus, c'est un cadre où finalement on connaît les gens, donc on est quand même assez sécurisé. Et en même temps, on est assez libre de faire des retours francs, un peu francs. Et ça clash parfois ? C'est bien aussi. Oh, pas tellement, parce que on est quand même bienveillant. Hein. C'est encore une fois, c'est pas le retour lapidaire. On essaye toujours d'apporter un petit peu des solutions aux problèmes qu'on trouve. Ces retours se font uniquement à l'oral lors de ces réunions. Ouais. C'est la mort du métier de script doctor, ça, les collectifs. Il n'y a plus de papier, hein. Non, parce que notre métier, c'est pas de réparer entièrement les scénarios des autres. Et puis, le temps est quand même assez limité. Ça reste une soirée. C'est pas un travail de plusieurs jours qu'on a consacré au scénario de quelqu'un d'autre. Alors comment on fait si moi je suis auteur alcoolique dépressif solitaire face à ma feuille blanche, si je veux avoir des retours et avoir une expérience un peu de collectif comme ça, est-ce que vaut mieux créer son collectif, vaut mieux essayer d'intégrer quelque chose d'existant, sachant qu'on va pas connaître les gens? Vous par exemple, est-ce que vous accueillez de nouveaux membres ou est-ce que vous restez entre vous parce que vous vous connaissez? Il n'y a pas si longtemps, on a accueilli une nouvelle membre, mais c'était quelqu'un qu'on connaissait. De toute façon, on marche un peu en cooptation. C'est-à-dire que... Le recrutement se fait en interne. Ouais, complètement. Moi, j'ai essayé par exemple de faire recruter quelqu'un et c'est quelqu'un qui finalement a dit je sais pas si je serais très à l'aise pour faire partie d'un collectif, donc c'est pas possible. Mais c'est des gens dont on se dit voilà, ils ont l'habitude de lire ou ils ont l'habituve de faire un peu des retours. Faut avoir une carte de membre. Et carte ils du membre, sauront... tu l'as à l'intérieur. Oui, on prend pas n'importe qui sur email. J'ai grave envie. Et puis il y a aussi... Salut, ça a l'air sympa, il y a la question du nombre quand même qui se pose. Moi, je suis très admirative des collectifs où ils sont 15. Je me dis mais attends, c'est infernal. Comment ils font? Moi, je veux pas 15 retours sur un truc. Mais souvent, ils ne font pas que ça. C'est-à-dire qu'ensemble, ils visionnent des pilotes de séries, des choses comme ça. Oui, il n'y a pas que la lecture à faire. Oui, il n'y a pas que la lecture. Nous, on se concentre pour le moment principalement là-dessus. Visionner des choses ensemble. Mais regarder des choses ensemble et ensuite comparer le scénar ou des choses comme ça peut être aussi très intéressant, quoi. Et on peut même faire partie de plusieurs collectifs. Enfin, après, il faut avoir beaucoup de temps en semaine, mais voilà, c'est vraiment très enrichissant à ce niveau-là. Bon, ça a l'air intéressant. Si tu es auteur débutant, il y a aussi Séquence 7 qui peut, dans un premier temps, t'aider à rencontrer des gens. Voilà, j'apporte un élément de réponse. Si tu es vraiment tout seul et que c'est dur de rencontrer des gens, il y a toujours des associations pour aider les scénaristes. Oui, il y a aussi la Maison du Film Court, par exemple. Tout à fait. Des organismes comme ça qui permettent un peu de sortir de son cloisonnement. Big up à Clémence, le batteux qui nous écoutera peut-être, qui dirige Séquence 7. Parfait, écoutez, on a fait un petit peu le tour du sujet. On a partagé nos angoisses. Une heure et demie de discussion autour de ce thème, écrire seul ou à plusieurs. Ainsi se termine ce premier épisode de Y a plus de papier, podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Nous étions avec Judith, qui est donc scénariste, mais aussi critique sur le site avoiralire.com,
Pierre-François, script doctor, coach d'écriture sur lescriptjardinier.com. Et enfin, Cécile, scénariste. Et Mathieu. Oui, c'est moi. Nous, on est sur adrienmathieu.fr. Adrien KH. Vous avez envie de réagir à ce podcast, vous avez envie de nous écrire pour vous faire part de vos remarques, n'hésitez pas, on a une adresse mail qui sert à ça, elle s'intitule podcast@adrienemathieu.fr, voilà, podcast avec un S. C'est bien ça Mathieu, il y a un S. Hein. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S, bah voilà, il n'y a pas de S. Voilà, t'es viré. Voilà, podcast sans S, @adrienemathieu.fr. Il y aura tout ce qu'il faut dans les descriptions et liens, enfin les descriptions du podcast. Il y aura un peu plein de choses à lire, dont des adresses. Tout à fait. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, un nouveau podcast qui aura pour sujet la créativité. Oui, ça paraît vague comme ça, mais on va parler d'idées, on va parler de création, de choses drôles, pas drôles, bref, plein de choses sympas. Donc on vous retrouve le mois prochain. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut. À bientôt. Salut tout le monde.